Comment est-ce que ma cliente a généré près de 8 000 $ par courriel en moins de 10 jours de promotion et ça avec une liste email qui n'achetait à peu près jamais. Donc, vous pouvez voir sur le screenshot ici, elle me disait qu'elle est rendue à 13 ventes. Elle appelait ça un carnet, c'était un bundle. Je vais dire un peu plus de détails dans la prochaine minute. Donc, elle était rendue à 13 ventes. Donc, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on a réussi à tourner ça pour qu'une liste qui n'achetait jamais, on réussisse à les faire passer, à sortir leur carte de crédit. Et comment est-ce qu'on est allé un petit peu plus loin que juste penser au email en silo, mais bien penser au processus de vente au complet. Donc, aller vraiment plus loin dans la réflexion stratégique. Donc, première des choses, si tu ne me connais pas, je m'appelle Simon Martin. Je suis aussi connu sous le nom de le gars d'email. Je suis propriétaire de l'agence Kicksmart, une agence spécialisée en email marketing au Québec. On a généré plus de 4 millions de dollars par email pour nos clients. On a servi plus de 65 entreprises. Donc, si ça t'intéresse d'avoir des breakdowns comme je vais te montrer aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je vais constamment faire des études de code, montrer comment, puis te donner des trucs pour te montrer comment est-ce qu'on peut générer plus de revenus avec sa liste d'email. Donc, sans plus attendre, on poursuit dans la vidéo. Donc, le contexte de l'entreprise, pour commencer, c'est important de comprendre on part de où pour que tu en tires des trucs concrets aujourd'hui. Eh bien, c'est un centre de soins et services dans le bien-être et l'esthétique. Donc, c'était autour des services de soins de peau, il y avait des massages, et c'est tout ce qui touchait le bien-être, je dirais. La cliente, donc la propriétaire du centre, en fait, elle avait une liste de plus ou moins 3000 emails. Donc, ce qui est important de comprendre également, c'est que c'est une liste de à peu près 80% des clients. Donc, c'était pas des gens qui arrivaient par des lead magnets, qui arrivaient par des freebies. Donc, on pourrait dire un peu des touristes ou des gens qui sont des magasineux. C'était la plupart dans ces emails, sa liste active de clientes ou des clientes par le passé. Donc, ça aussi, c'était quand même, ça levait un peu le flag, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens y achetaient pas, pourquoi les gens ils voyaient les communications mais ils passaient pas à l'action et bookaient pas un prochain rendez-vous alors que c'est des gens qui avaient déjà acheté. Pour aller un peu plus loin dans le contexte d'entreprise, c'est une liste d'emails qui était quand même complètement désengagée, inactive. Donc, pour contexte, elle envoyait quand même un courriel à peu près par semaine, environ 4 courriels par mois. Donc, c'est pas parce qu'elle n'envoyait pas de courriel. Il y a quelque chose qui se passait. Donc, sauf en dehors du Black Friday, comme on peut le voir ici, eh bien, il n'y avait aucune vente toute l'année. Vraiment, là, c'était cricket, ça l'envoyait, il n'y avait pas de réponse, pas de clic, puis les gens n'achetaient pas. Donc, elle est venue me voir pour de la consultation. Disclaimer, aujourd'hui, en fait, c'est pas une cliente que j'ai pris en clé en main pour mon agence. C'est vraiment sous forme de 1 ou 2 appels de consultation. Je lui ai donné des trucs, je l'ai accompagné, mais les chiffres, le déploiement et les résultats ne sont pas nécessairement typiques de ce qu'on fait pour nos clients. On a fait ce qu'on pouvait avec le temps qu'elle avait et bref, le temps qu'on avait devant la promotion, ce qu'elle était capable de faire côté marketing, design, etc. Donc, c'était de la consultation. Ce qu'elle voulait, elle est venue me voir pour le déploiement de sa plus grosse promotion estivale. Donc, elle avait fait une offre, c'est une nouvelle offre. Donc, c'est un bundle de plusieurs soins qui était très populaire l'été, mais typiquement, les gens vont acheter à la carte ou acheter par-ci par-là. Donc, elle a fait un bundle pour regrouper plusieurs soins pour une valeur totale de 850 $, mais elle l'a regroupé pour 600 $. Donc, c'était un très beau rabais qu'elle offrait pour les gens qui étaient prêts à passer à l'action immédiatement, qui étaient prêts à assumer justement, qui allaient de toute façon prendre ces soins-là plus tard cet été. L'objectif plus concrètement de la propriétaire lorsqu'elle est venue me voir, c'est qu'elle voulait augmenter ses liquidités upfront. Donc, c'est une des raisons pour laquelle elle ne considérait pas soudainement faire full de pub ou investir dans une grosse équipe de réseaux sociaux. Elle est venue me voir sous forme de consultation, c'était abordable et sa liste d'emails, elle la possédait déjà. Il n'y avait pas de gros coûts rattachés à ça. Donc, elle voulait aller chercher des liquidités, faire des ventes upfront parce que typiquement, l'été, des fois, il y a un peu moins de ventes. Il y a aussi des gens qui sont en vacances, ça bouge un peu moins vite. Donc, le but, c'était de ne pas débourser énormément. Elle voulait donc, c'est ce que je dis, elle voulait minimiser les coûts marketing et maximiser son profit. Donc, le but, c'était pas nécessairement de faire le plus de revenus possible, mais avec beaucoup de dépenses, c'était vraiment de maximiser le profit. Et elle voulait remplir des plages horaires d'été à l'avance également parce que, évidemment, comme je dis, il y a des gens qui sont en vacances. Des fois, c'est plus compliqué sur les calendriers. Et comme c'est une période un peu plus tranquille parfois, c'est bon d'avoir déjà des bookings dans le calendrier. Donc, on va commencer par mon diagnostic initial que j'ai fait en consultation. Comme ça, tu vas pouvoir en apprendre directement un peu plus sur des trucs que je donne selon le contexte aux entreprises. Donc, ce que j'ai tout de suite identifié, c'est qu'elle avait une très bonne fréquence d'envoi. Tu sais, elle, c'est un centre de soins, évidemment. On ne veut pas nécessairement envoyer un courriel tous les jours comme dans le monde du coaching ou pour les content creators où est-ce qu'ils ont beaucoup de choses à partager. On ne veut pas non plus agresser son audience en envoyant trop de communication, mais elle envoyait déjà un email environ en moyenne par semaine. Donc, c'était très, très bon. Ensuite, elle avait un bon personal brand. Oups, c'était supposé être un petit crochet. Un bon personal brand mis de l'avant.
Donc, elle ne faisait pas juste envoyer des communications de la part du nom de son entreprise, mais elle utilisait son propre nom. Elle parlait même au jeu. Elle disait très contente de te revoir. Elle était super gentille et expressive dans ses communications. Puis moi, j'ai bien aimé ça. C'est souvent un conseil que je donne à mes clients. Arrêtez de juste mettre l'entité de l'entreprise, à moins que vous soyez une marque e-commerce. Mais si vous avez un personal brand, vous êtes le visage de la marque, mettez-le de l'avant dans vos communications. Et elle le faisait très bien. Et finalement, en fait, elle avait une bonne délivrabilité. C'est souvent un des premiers problèmes qu'on identifie avec nos clients, c'est qu'ils vont faire des bonnes communications peut-être, mais ils vont tomber en spam constamment dans l'onglet promotion. Donc, les taux d'ouverture vont être très, très bas. Il va y avoir très peu de clics. Puis, au lieu de se dire que c'est parce que les gens n'aiment pas les communications, il faut réaliser en fait plutôt que les gens ne les reçoivent pas. Ça tombe dans leurs indésirables. Donc, ce n'était pas son cas. Elle avait une très bonne délivrabilité, des bons taux d'ouverture, mais on se le rappelle, elle avait très, très peu de ventes. Du côté des choses à améliorer, voici ce qu'on identifie immédiatement. Je lui ai dit que son copywriting était trop compliqué pour rien. Donc, si tu n'es pas copywriter dans la vie, si tu n'as pas étudié beaucoup, on va dire, le copywriting d'abord, ne te casse pas la tête avec des trop longs textes, avec des analogies, des métaphores et tout ça. Ça peut sonner contre-intuitif parce que souvent, moi, je suis dans le monde, à la base, j'ai été formé en copywriting également avant de devenir un email marketer. Si tu dis pas assez d'informations, tu n'es pas assez précis sur ton avatar, tu ne fais pas ressentir des choses, évidemment, les gens ne passent pas à l'action. Mais il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège de surcompliquer leur message. Puis finalement, on comprend même pas c'est quoi l'offre. Ou les gens, il faut qu'ils scrollent longtemps dans le texte. Puis c'est difficile de se rendre finalement à l'appel à l'action. Donc, c'est une des premières choses qu'on a identifiées. C'était beaucoup trop compliqué pour rien, son texte, dans la plupart de ces infolettes. Deuxièmement, je lui ai fait réaliser que c'était trop pretty design heavy, donc pour le dire en français, on va dire, c'était trop focusé également sur que tout soit beau. C'était plus même à la limite, un texte compliqué, puis le but c'était de mettre plein d'images pour que ça soit beau, et finalement ça venait diluer le message dans l'infolettre. Donc il y avait beaucoup d'images qui n'avaient pas de plus-value. Le logo était énorme, fait que ça faisait qu'il fallait scroller plus loin dans le courriel. Il y avait des bannières en tête, il y avait des photos d'équipe et tout ça. Bref, ça n'avait pas de plus-value sur le coup dans le courriel, surtout si on veut mettre de l'avant une promotion en particulier. Pour ce qui est plus spécifiquement attribuable à ses campagnes lorsqu'elle fait des lancements et des promotions, ce qu'elle me dit, c'est que, en fait, je vais passer au deuxième point tout de suite, par peur de déranger son audience, ça c'est quelque chose qui revient très souvent, elle n'envoyait qu'un, maximum 2 courriels lorsqu'elle avait une promotion, quelque chose qui avait un timeline spécifique, une promotion ou un lancement d'une offre en particulier. Elle ne voulait pas déranger son audience. Et elle était surprise qu'elle ne faisait pas beaucoup de ventes. Donc, c'est une des choses que je lui ai dit, c'est normal d'envoyer plus de courriels. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu plus de désinscriptions? Probablement. Il y a aussi des méthodes pour réduire ces désinscriptions-là pendant les lancements. Mais si les gens reçoivent très peu de communication, ils n'ont pas le temps d'y penser, il n'y a pas un peu de faux mots, il n'y a pas des rappels différents angles, c'est normal qu'il y ait très peu de ventes. Donc, on va vouloir envoyer plus de courriels que ça. Et la deuxième chose que je voyais lorsqu'elle faisait des promotions, des lancements par le passé, et que ça, c'est pas une recommandation que je donnerais nécessairement à tout le monde, mais dans son cas, je lui ai recommandé de ne pas révéler les prix dans ses infolettres. Comme justement, c'est pas une copywriter, il y avait beaucoup de design, le texte n'était pas nécessairement bon, il est fait pour convertir. Donc, dès le début, dans les premières lignes, il était écrit le prix de l'offre, avant même que les gens aient eu le temps de bâtir leur désir, de comprendre c'était quoi. Ils voyaient juste un prix et donc c'était normal que les gens rebondissaient, ne passaient pas à l'achat. Son call to action, typiquement, il était écrit le prix à quelque part dans le courriel, puis il fallait cliquer puis t'arrivais sur une checkout page. Fait que vraiment, c'était très court comme parcours d'achat. Les gens n'avaient pas le temps d'avoir du désir pour l'offre. On ne s'assurait pas nécessairement qu'ils comprenaient et on leur demandait tout de suite leur numéro de carte de crédit. Donc ensuite, pour ce qui est de notre plan de match, donc au-delà du diagnostic, on a décidé de faire un plan de match, évidemment, voir c'est quoi qui serait bon pour sa promotion qu'elle allait faire pour son bundle pour l'été. Donc, ce que je lui ai recommandé immédiatement, c'est de faire on a fait un calendrier de contenu email sur 2 semaines. Donc, overall, dans le monde des promotions et des lancements, on va souvent recommander que ça se passe pas sur plus que 10 jours, 14 jours idéalement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de préparation, il peut pas avoir un peu de teasing puis d'excitation préalable, puis on peut pas en parler, mais lorsqu'on embarque plus agressivement dans la promotion, on veut idéalement rester dans une semaine, 10 jours, 2 semaines. Donc avec elle, on a préparé un calendrier de contenu sur 2 semaines. Je lui ai recommandé une stratégie plus avancée qu'en anglais on appelle la Double Promotion Strategy, qui vient de Alan Soltanic, crédit à lui, qui est un des meilleurs marketeurs au monde. Donc simplement, pour aujourd'hui, sans aller trop dans les détails, il s'agit de faire une promotion en 2 vagues. Donc, au début, on explique à la liste que quelque chose s'en vient, une grosse promotion. Puis, s'ils veulent rejoindre la waitlist, la liste d'attente, eh bien, ils auront accès d'avance parce qu'il y a des places limitées pour cette promotion-là. Ils auront accès d'avance à l'information. Donc, ils s'assurent d'avoir l'information avant les autres et d'augmenter leur chance d'avoir une place alors qu'il en restera peut-être plus pour les gens par la suite. On leur donne même un bonus supplémentaire.
Donc, ce qui arrive, c'est que c'est pour cette première vague-là, les gens qui se sont inscrits à la liste d'attente, eh bien, on crée du FOMO, de l'excitation et on leur vend le fait qu'ils ont de l'exclusivité actuellement. Et lorsqu'on passe cette première vague-là, eh bien, on ouvre les portes à tout le monde. C'est là qu'on embarque dans la promotion pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la stratégie de la double promotion. Ensuite, évidemment, pour le plan de match, eh bien, il s'agissait d'envoyer plus de courriels. Donc, sur 2 semaines, évidemment, on n'en a pas envoyé que 2. On était probablement autour de 6 ou 7. Je dirais que pendant la dernière journée, on a également envoyé 2 rappels pour vraiment, ça c'était des courriels très très courts, mais pour rappeler aux gens que c'était la fin de la promotion. Envoyer plus de courriels nous a également permis de faire des angles variés. Donc, on a voulu utiliser l'émotionnel et le rationnel. Donc, probablement que c'est un concept que tu as déjà entendu, mais les gens ne convertissent pas de la même façon. Dans une période de promotion ou de lancement également, on peut jouer dans cette vague-là où est-ce qu'au début, on va utiliser un peu plus le émotionnel, c'est excitant que les portes viennent d'ouvrir. Après ça, on va tomber un peu plus dans le rationnel. Puis après ça, on va revenir dans l'émotionnel à la fin où est-ce qu'il y a du FOMO, il y a les portes ferment bientôt, donc c'est le temps, on est sur l'émotion et tout ça. Donc, c'est de venir balancer un peu tout ça dans le contenu. On avait des témoignages, on avait pourquoi les choisir eux, il y avait vraiment le rationnel de c'est quoi qui était inclus, le fait qu'elle allait sauver de l'argent si de toute façon il était pour investir dans ces services-là plus tard pendant l'été, etc. Intéressant de mentionner ensuite qu'on avait une option pour opt-out pendant la promo. Donc, je l'ai dit, lorsqu'on envoie plus de courriels, c'est normal qu'il y ait plus en volume de désinscription. Eh bien, ce qu'on a fait pour réduire ça le plus possible, c'est qu'on a mis un bouton temporairement dans le haut des infolettes qui disait aux gens, si tu ne veux plus recevoir de courriels par rapport à cette promotion-là spécifique, clique ici puis tu vas avoir une pause des courriels. Ça veut dire que si les gens veulent recevoir les promotions plus tard, d'autres campagnes, d'autres infolettes dans le futur, eh bien, ils vont continuer de les recevoir, mais au moins, ils vont avoir une pause des courriels qui sont un petit peu plus fréquents actuellement. Et les gens, généralement, apprécient beaucoup ça. On l'a mis très en évidence dans le début du courriel, comme ça, les gens qui se seraient désinscrits au complet de la liste, eh bien, soudainement, il y avait l'option de tout simplement prendre une pause. On a également fait des infolettes moins lourdes visuellement, comme je lui ai conseillé, comme je lui ai fait remarquer dans le diagnostic, il y avait beaucoup trop d'images, c'était lourd, on se perdait dans l'infolette, les messages et tout ça, on le diluait, donc on a allégé un peu les infolettes visuellement. Et finalement, très important, on a décidé d'opter pour ne mentionner aucunement le prix dans les infolettres. Donc, le but de l'infolette, puis je le mentionne souvent dans mes cours lorsque je forme des gens, le but du email, c'est de vendre le clic, à moins que le call to action soit différent évidemment, mais c'est de vendre la prochaine action. Donc, on veut exciter les gens dans le courriel pour qu'ils prennent action. Ça ne veut pas dire que le courriel, c'est une page de vente en soi. Donc, parfois, le but, ça va être de justement exciter les gens assez pour qu'ils cliquent et qu'ils veuillent avoir plus d'informations, qu'ils répondent pour avoir plus d'informations. Et c'est justement ce qui mène à mon prochain point où est-ce que j'ai écrit que les call to action étaient pour avoir plus d'informations parce que, comme je viens de te dire, on ne révèle pas le prix immédiatement. On fait juste exciter, on donne les détails sur l'offre sans dire exactement combien ça coûte. Call to action, pour plus d'infos, eh bien, c'est ce qui nous mène au split test qui a tout changé. Puis je te rappelle au début de la vidéo, je t'ai dit que c'était une liste qui n'achetait pas du tout de toute l'année. C'est une liste qui avait l'air d'être complètement désengagée. Et on a réussi à faire quand même 13 ventes au lieu de 0. Puis je vais te dire pourquoi, parce que c'est un split test qu'on a fait qui a eu complètement un résultat différent selon la tactique qu'on a essayé. Je te le révèle immédiatement. Donc, la première méthode qu'on a faite pour le split test de Call to Action, c'était tout simplement que le Call to Action, c'était un bouton qui, lorsqu'il cliquait là-dessus, ça les menait à une page de vente. Donc, je le rappelle, je le dis tout de suite, mais c'était une cliente de consultation. On n'a pas fait sa page de vente, on n'a pas fait sa rédaction, puis on n'a pas créé son offre. Donc, je lui ai dit, fais ton possible dans le temps que tu as. Tu n'es pas designer, tu n'es pas copywriter, mais fais une page, mets plus de détails, permets-toi de vendre un peu plus sur cette page-là. Le but des courriels, ce sera que les gens soient assez excités, assez intéressés pour cliquer sur le bouton et se rendre sur cette page de vente-là, justement. Donc, évidemment, on parle ici d'un achat autonome. Donc, les gens seraient arrivés sur la page de vente, ils auraient pu cliquer pour acheter, ils seraient arrivés sur le checkout puis ils auraient acheté par eux-mêmes. Et donc, c'était une page avec beaucoup plus de détails pour vendre. La deuxième option ensuite, eh bien, c'était un call to action qui demandait tout simplement de répondre avec leur numéro de téléphone. Donc, si c'était intéressant d'en savoir plus, laisse-nous ton numéro de téléphone et on va te contacter. Donc, vraiment deux tactiques différentes qui ont le même objectif, faire des ventes, vendre sa promotion, mais on ne passe pas par le même parcours de vente. On comprendra. Donc, dans les deux cas, il n'y a aucun détail sur le prix. Puis ici, on a vraiment opté pour quelque chose qui est straight to conversation au lieu de les laisser faire un achat autonome comme on le voit ici à gauche. Ensuite, tout simplement, je te le réitère, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce split test-là? Eh bien, je lui ai dit comment je pensais, mais je me disais, c'est une nouvelle offre. On ne l'a pas encore testé, on ne le sait pas si c'est une offre qui se vend bien de toute façon.
Elle n'est pas validée encore. La liste n'achète même pas par elle-même d'habitude. Parce que de toute façon, initialement, ce que je lui aurais proposé, ça aurait été de passer vers une page de vente, mais je n'étais même pas certain que ça allait tant fonctionner. On ne sait pas si l'offre est bonne, on ne sait pas si les gens sont assez réchauffés, on ne sait pas si la page de vente qu'elle va avoir le temps de faire, si elle va être bonne assez pour vendre en soi. Donc, je lui dis, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus de ventes en générant plutôt des conversations au téléphone? Donc, on réduit la friction, on demande juste aux gens de répondre au lieu d'acheter par eux-mêmes. Ils ne savent même pas c'est quoi le prix. Puis, on peut assumer qu'il va y avoir quand même plusieurs gens qui vont être intéressés, mais ils ne savent pas encore c'est quoi le coût. Donc, on va aller voir les résultats de ce split test-là. Les résultats après 10 jours étaient assez flagrants. Call to action vers page de vente, on a eu beaucoup de clics, mais aucune vente. Vraiment, donc on peut se dire que probablement qu'on aurait eu 0 vente, c'est tout simplement ce qu'on aurait fait sans faire un split test. Tandis qu'à droite, call to action pour répondre avec le numéro de téléphone, on a eu plusieurs réponses, moins de réponses qu'on a eu de clics vers la page de vente. Cela dit, en général, les conversations au téléphone, elle a été capable de faire 13 ventes au total. Donc, ça lui a apporté du nouveau data. Son nouveau data, c'est que ses clientes ne comprenaient pas son offre. Lorsqu'elle leur parlait au téléphone, ils disaient « Ouais, je pense que j'ai vu ça passer, mais je comprenais pas trop c'était quoi qui était inclus ou je savais pas c'était quoi ce service-là. » Donc, elle a compris tout de suite qu'on se tirait dans le pied si on avait juste tout misé sur une page de vente parce que les gens ne comprenaient pas l'offre ou la page de vente aurait été à retravailler. Elle a aussi appris en ayant des conversations au téléphone qu'il y avait une modalité de paiement en particulier qui fonctionnait mieux que les autres. Elle en avait plusieurs, puis c'était même pas la modalité qui fonctionnait sur une plus longue période de temps. C'en était une, je pense que c'était peut-être celle-là de 3 mois plus que 6 mois ou quoi que ce soit. Donc, elle a récolté du data en ayant des conversations au téléphone. Et finalement, ben, elle a compris que plusieurs disaient ne pas se souvenir du contenu des autres courriels au préalable, ce qui lui a prouvé un peu le point que je lui disais que même si elle avait peut-être envoyé 5-6 courriels dans cette promotion-là, les gens s'en souvenaient pas tant que ça qu'ils avaient reçu ces courriels-là. Probablement qu'il en avait peut-être ouvert 1 ou 2 sur 6, ça se peut qu'il l'avait pas lu avec attention. Il s'en souvenait pas vraiment. Donc, c'est vraiment important, si tu peux retenir une chose aujourd'hui également, c'est que n'aie pas peur d'envoyer plus de courriels pendant tes campagnes de promotion puis de lancement. Typiquement, les gens, ça les énerve pas tant que ça, ils s'en souviennent pas tant que ça, ils lisent pas tant que ça. Donc, il faut vraiment marteler le clou avec le marteau pour que les gens, ça leur rentre dans la tête et qu'ils passent à l'action. Et évidemment, on a appris au travers de cette étude de cas-là que parfois, tweaker la méthode, le parcours de vente peut faire une énorme différence. En bout de ligne, l'email, c'est extrêmement rentable, mais c'est un médium de communication. Et si le reste, l'offre n'est pas claire, la page de vente n'est pas bien drillée, le parcours de vente n'est pas optimisé, eh bien, on n'aura pas toujours les meilleurs résultats possibles. Donc, si jamais ça t'intéresse de travailler avec moi et mon équipe, l'email marketing, du marketing, de la stratégie du back-end des tunnels de vente, c'est ce qu'on fait tous les jours pour nos clients. Tu peux m'écrire sur Instagram. Mon compte, c'est le gars des emails. Tu devrais me trouver. Envoie-moi un petit message, on va voir si formule consultation, peut-être une de mes formations en ligne pour être plus pertinent pour toi ou du service clé en main, ça peut être intéressant. Sinon, je te dis à dans une prochaine vidéo.